Bonsoir à tous et très content de vous retrouver. Par contre, il y a un gros son là, bizarre. Oui, oui, un truc très étrange. Quelqu'un nous parle en direct de sa machine à laver. Sors de là, sors de là, suis le hublot, suis la lumière, dirige-toi vers l'extérieur. Mais du coup, ouais, non, très content de vous retrouver en ce mardi soir pour ces Pop Awards. Ces Pop Awards, évidemment, attendus par toute la haute sphère d'Hollywood et par toute la haute sphère de Rambouillet, dont je viens de décider que c'était la capitale française du cinéma. Et voilà, ce soir, on va du coup, avec nos chroniqueurs, nos invités qu'on va vous présenter dans quelques secondes, décerner un peu nos coups de cœur de l'année. Alors voilà, évidemment, c'est pas, comment dire, ça va pas être les meilleurs de chaque catégorie. Ça va être dans ce qu'on a vu nous, parce qu'on n'a forcément pas eu le temps de tout voir. En tout cas, quels ont été nos coups de cœur de l'année pour chacun dans les catégories séries, cinéma et comic books pour certains, parce qu'évidemment ça ne concernera pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous lecteurs de comic books. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon co-animateur Dylan Malone. Ah oui, Dylan, oui. comment vas-tu? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, je te reçois bien ici en Belgique, dans mon petit studio, pour parler de tout ça. Et ravi de vous retrouver, tout le monde, public, pour cette cérémonie très originale hein, que sont les Pop Awards. On a inventé le concept des awards concernant les séries ciné et tout ça. Je pense que c'est jamais arrivé en fait. Il n'y a jamais personne qui a tenté. Si qui que ce soit tente de faire ça plus tard, on porte plainte, que les choses soient claires. Copyright. Ouais. C'est ça. Donc, tout à fait. Très ravi. Et donc, sont avec nous ce soir déjà une nouvelle tête. Donc, je vais commencer par lui. Donc, et évidemment, parce qu'il a, du coup, il a choisi un pseudo hyper simple, histoire de me faciliter la tâche, vu que c'est la première fois que je le lis. On accueille Romain Zika. Ça va, en fait, c'est moins pire que je pensais. Del Romain Zika. Comment vas-tu, Del Romain Zika? Bonsoir. Que puis-je dire? Je critique les séries depuis presque 20 ans sur un blog, sur Internet, et le cinéma aussi. Et du coup, merci beaucoup à Dylan de m'avoir invité, lui en premier, puis d'avoir découvert Sofiane. Tu qu'on se rencontre, hein, la magie est en train d'opérer, tout ça. Exactement, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là parce que ça m'a toujours plu de vouloir faire ce genre d'expérience. Donc, allons-y. Moi, je suis prêt. Fais super gaffe par contre, parce que j'ai commencé comme ça aussi à cause de Dylan. Et résultat, maintenant, j'ai une chaîne et je fais des vidéos tout le temps. Donc, voilà, je te préviens. Juste qu'on peut préciser, c'est vrai que pour ceux qui seraient intéressés, Romain, du coup, est intervenu sur la chaîne pour parler de The Responder. Non, The Responder. Belle petite série policière. Et le nom de ton blog? Exactement. Ça déborde de potin, CADEBORDEPOTINS. On mettra tout dans la description. Et avec nous aussi ce soir, Spider-Man Melvin. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est hier sur ton live, quand je t'ai passé un petit coucou. Oui. Que tu m'as dit d'ailleurs, on se retrouvera demain, que j'ai appris qu'aujourd'hui, je suis sur live. Eh ben, j'ai bien fait de te dire ça, alors. T'as bien fait de me dire ça, parce que je ne sais pas si c'est à côté. Eh ben, bravo. Et avec nous ce soir, mon compagnon de podcast avec qui on a fait quelques numéros du coup sur l'ASF, l'ours Martin. Ça fait plaisir. Comment vas-tu, l'ours Martin? Bah écoute, moi ça va très bien aussi. Alors désolé, on voit pas ma bouille. Comme je le disais en off, je viens de m'installer. J'ai pas mal backnodé pendant toute une année, donc j'ai été un peu moins actif niveau podcast. C'est vrai qu'on a fait des podcasts ensemble. J'espère reprendre un rythme régulier très bientôt. Enfin, je vais pouvoir d'ailleurs reprendre un rythme maintenant très régulier très bientôt. Et bah ouais, compagnon depuis longtemps de la grande aventure, même du temps des Berserkers avec mon cher Dylan. C'est ça. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de te revoir aussi ce soir et puis d'échanger avec toi, d'échanger avec vous, de rencontrer les nouveaux. Et puis voilà, d'être dans un concept original comme les Awards. C'est vrai. On avait déjà fait quelques trucs comme ça sur la chaîne, mais... Je porte plainte alors. Voilà, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est intéressant parce que pour moi, c'est quelque chose qui marque... petit bilan, ouais. Pas un petit bilan de l'année, et puis c'est juste avant les fêtes, donc c'est une saison que je pense chacun aime bien. Et bon, sauf ceux qui n'aiment pas Noël, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Oui, et du coup, pour expliquer un peu quand même pour le public quels seront un peu voilà, les différents awards qu'on va décerner, de la meilleure série, du meilleur réalisateur, meilleur acteur-actrice, et on va passer tout de suite à la partie...
Et on va commencer tout de suite avec Martin, tiens. Ah bah écoute, pour moi la meilleure série, alors je triche un petit peu, mais bon, comme on est le 29, 29 novembre, ouais, c'est la série Arcane qui est sortie toute fin d'année dernière, voilà, qui que j'ai vu en fait cette année, qui, on peut dire est sortie cette année. Série Arcane, voilà, série animée Arcane, diffusée sur Netflix, qui est tirée du jeu vidéo, enfin, disons, le lore de la série est tiré du jeu vidéo League of Legends, pour ceux qui connaissent, et animé en fait par des Français. Fortiche Studio. Le studio Fortiche. Voilà, studio Fortiche, qui a cette particularité-là d'être, à ce qu'on dit, la série d'animation la plus chère du monde. Parce qu'il y a quand même eu 80 millions de brousouf investis là-dedans. Et ça se voit. C'est juste, ça se voit. Alors, c'est très spectaculaire. Ultra spectaculaire, il y a pas, l'animation est ultra léchée, ultra plus fluide, tu meurs. C'est de la qualité cinématographique, même les plus gros studios peuvent en rêver. Il y a des moments, des poursuites où c'est caméra à l'épaule, on a l'impression d'y être. C'est dans un style, dans un univers très steampunk. Alors moi en plus, je devrais saucisse avec ça, j'adore. Donc ça me parle beaucoup. Alors il faut dire aussi aux gens, ça peut rebuter de voir des adaptations. Là, le jeu vidéo, j'y joue pas du tout. League of Legends, j'aime pas. Je connais pas du tout les personnages. Je connais pas du tout de lore. Ça m'a pas gêné un sou. Ça se sert du cadre du jeu vidéo, mais c'est une histoire totalement originale. Et pour le coup, c'est une très bonne histoire que j'ai trouvée. Et c'est une série surtout qui a les couilles d'avoir des retournements difficiles. Par exemple, il y a des personnages qu'on peut penser arriver dès le début, de dire lui c'est bon, il sera là jusqu'à la fin. Non, c'est comme Game of Thrones. Tout le monde peut mourir, tout le monde peut mal tourner. On ne sait pas qui va devenir quoi. C'est vraiment ça commence avec l'histoire de gosses des rues qui volent pour s'en sortir, et on va les suivre comme ça, un peu comme dans Scorsese sur plusieurs années. Globalement, excellente surprise. Le lore, tout l'environnement, ce côté de steampunk et de magie permet d'avoir un émerveillement total à l'écran, aussi qu'autorise l'animation, parce qu'on s'affranchit totalement des contraintes filmiques, enfin en tout cas de caméra réelle, voilà, des vrais acteurs ou de tout ce que tu veux. Et voilà, les doublages, dernier bon point, les doublages sont très bons. J'ai testé plusieurs langues, j'ai regardé la série dans plusieurs langues parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol aussi. On a choisi des comédiens de doublage qui font franchement le boulot. C'est très très bien. Il y a des gens qui ont mis du cœur pour le faire, aussi bien en animation qu'en écriture. Et je peux pas en sortir du mauvais. À la rigueur, si j'étais vraiment attaché à des personnages du jeu vidéo, j'aurais pu dire je suis déçu de ce traitement, de lui, tout ça. Mais non, tout sert le scénario. Et certains personnages, même certains personnages auxquels on ne devrait pas s'attacher, sont extrêmement intéressants dans leur traitement. Par exemple, le chef des méchants, des brigands, là, j'ai trouvé super. J'ai trouvé super aussi le chercheur, celui qui est handicapé, qui boite. Pour moi, très très bon personnage. Rien à redire. Cette série, je l'ai lancée, mais un pote m'a dit regarde, c'est super bien. Je vois Arcane, League of Legends, je me dis merde, encore un animé à 2 balles. Je démarre sur le cul dès le premier épisode. En même temps, tu vas pas le regarder sur les mains. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai qu'Arcane, c'était une belle réussite. Franchement, je suis dans le même cas que toi. Le jeu, j'ai jamais joué, j'y connais rien du tout. J'ai lancé la série. C'est vraiment arrivé à la fin. Déjà, je trouvais ça magnifique, mais c'est vraiment arrivé à la fin du 3e épisode, quand il y a le twist de fin du 3e épisode par rapport à la petite fille, on va dire, où là, je me suis dit, ah ouais, ok, ils vont dans cette direction-là. Ok, là, ça devient vraiment intéressant. Et ça a pas déçu jusqu'à la fin, et vraiment très très belle surprise. Pour le coup, cette série. Tout le monde a vu Arcane, j'imagine. C'est-à-dire que tu pourrais penser au début que cette série est à la limite une démo technique. C'est juste ultra beau, ultra léché, ultra bien animé. Tu te dis, mais non. Bon, l'histoire a l'air cousue de fil blanc, mais je vais regarder parce que c'est beau. Non, derrière il y a une écriture. Alors, Romain, quelle est ta série
C'est ça. Alors, moi, j'ai choisi une saison en fait de série, puisqu'on est dans une année qui a une saison, pas une nouvelle, parce que bon, j'aurais pu choisir Toi, une tu serais nouvelle copain avec saison. Anto, hein, vraiment. Faudra présenter un petit bébé un jour. Non, mais sinon, je peux choisir une nouvelle série de cette année, Non, mais non. moi, j'ai été bluffé par la saison 6 de Better Call Saul, le spin-off de Breaking Breaking Bad. Et c'est juste magnifique, en fait. Cette saison, en fait, permet de comprendre aussi aux fans de faire comprendre, pardon, aux fans de Breaking Bad que cette série est encore meilleure que l'original. Vince Oui. Gilligan s'est vraiment dépassé là-dessus. Et cette saison est la quintessence même du personnage de Saul, et à la fois dans le futur, après Breaking Bad, dans le présent et dans le passé. On redécouvre le personnage encore plus que les 5 saisons précédentes. Et l'un des personnages qui m'a le plus surpris dans cette saison, c'est même pas Saul, c'est Kim, en fait, c'est celle avec qui il vit, qui est justement probablement l'actrice révélation de cette année, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la saison, elle a délivré que des épisodes presque brillants, en fait, et à la fois dans l'émotion, dans l'action et dans la surprise, comme Breaking Bad a pu surprendre des gens, avec des épisodes comme Ozymandias, etc., des épisodes qui ont marqué un peu la télévision américaine, on va dire. Better Call Saul en a aussi, et notamment dans cette dernière saison qui accentue encore plus le sentiment d'urgence de la terminer, mais en même temps, sans que ça soit le besoin de la terminer. On sent que Vince Gilligan a eu 6 saisons et qu'il a pu faire ce qu'il voulait pendant 6 saisons. Et qu'il nous a amené petit à petit à cette conclusion, et qu'il n'y a pas eu d'avance rapide, on va dire, comme certaines séries peuvent le faire quand elles sont annulées à un moment donné. Là, non, c'était vraiment prévu pour 6 saisons, et c'est juste magnifique, en fait. C'est de la grande série. C'est presque du cinéma par moment, et c'est juste impressionnant. Très bien. Le Faut coin de vraiment la voir, Jarod, c'est vrai, de Westworld, j'ai failli le mettre aussi, désolé. Oui, mais comme je dis, le problème, c'est que vous êtes 12 à l'avoir vu, donc voilà. Mais Un peu de place commun. du coup, Westworld, on va j'aime bien, passer à- j'adore. Hein. Surtout Ouais, la saison bah oui. 4, mais non, parce que je vois dans les commentaires là. Pourquoi pas, Ballon, on l'annonce. Pourquoi pas un podcast sur Westworld du coup un jour. Et du Moi, coup, je l'ai juste pas vu la si vous dernière. voulez. Mel, c'est ton tour. Et d'ailleurs, je vais m'incruster un peu avec toi, parce que du coup, moi j'ai choisi une autre série, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là, et que ça aurait pu avoir la place. Donc voilà, on va faire comme si c'était aussi un de mes choix. Et oui, Que des tricheurs ce soir, c'est pas possible. Donc, la série sur un nudiste, du coup, au Cap d'Agde. C'est vraiment ça. Il est enfermé dans une cage en plus. C'est pas ce qu'il Le fait. Sandman Club, bien connu, un sauna, du coup, c'est au ça. Cap d'Agde. Donc, pour moi, c'est donc The Sandman, parce que The Sandman, franchement, c'est un univers que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours regardé de loin en me disant il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise. La série est sortie avant que j'achète ces bibles, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et franchement, je suis tombé amoureux de l'univers, je suis tombé amoureux de la façon dont l'acteur vient jouer le Dream. Donc Rêve, parce que c'est pas simple, quand tu regardes les comics, c'est pas simple de jouer ce personnage-là, et je trouve qu'il est dedans, que toute la façon dont cet univers s'articule avec les différents les différents lieux, le rêve, l'enfer, le désir et tout ça, c'est hyper intéressant la façon dont c'est géré. J'ai vu peut-être un des meilleurs épisodes de série pour moi avec Épisode 6. l'épisode 6. Donc, cherchez pas, je vais pas être du tout original. Hein. Ça veut dire que les trucs d'après, réel d'épisode 6, acteur principal. Hein. Non, mais on va pas. Je spoil, mais on va pas être très original. Donc, franchement, moi, en plus, quand tu lis un petit peu la BD, on est presque sur du case par case, plan par plan. Tu sens que le réalisateur a été impliqué et qu'il a dit, il a mis la hola à Netflix tout de suite. On a eu un peu peur qu'il n'y ait pas de saison 2, mais il y aura une saison 2 et ça, c'est trop bien. Quoi. Ce qu'on a appris grâce à une erreur du community manager du Twitter de DC Comics. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a su. Parce qu'en fait, le community manager s'est planté, a mis un tweet et l'a effacé 2 minutes après, parce qu'il s'est rendu compte que non, ça n'avait pas du tout été annoncé officiellement. Et du coup, trop tard. Mais c'est juste génial, et c'est une série qu'il fallait, et je trouve que c'est intéressant.
Non, c'est ouais, dans Sandman, vraiment, c'est génial, génial, génial. C'est juste magnifique, magnifique écriture. J'allais un peu à reculons, je savais pas tout ça allait donner. La promo m'avait pas forcément convaincu. Et j'ai pris une grosse claque de talent d'exécution, effectivement, d'une adaptation, avec voilà, un casting absolument au top, une écriture au top, des thèmes hyper bien gérés. Effectivement, l'épisode 6, c'est une masterclass, vraiment, cet épisode, il est juste dingue. Excuse-moi, En plus, le 6, c'était quoi encore? C'était la mort ou c'était oui, le bond dans le C'est avec temps la là, avec, mort. ok, ok. c'est la Bah, mort. c'est le même, Enfin, c'est le même en fait. Le monde dans oui, le temps voilà, et c'est que tu as 2 épisodes en un, en fait, dans celui-là, c'est ça en plus. C'est que non seulement il est incroyable, mais en plus, on a l'impression de voir 2 épisodes dans un seul. Du coup, non, exceptionnel. Et oui, je sais bien ce qu'il y a pour toi. Mais du coup, le truc, c'est que moi, quand c'est bien écrit, je m'en fous, c'est cool. Enfin, j'ai aucun problème avec le fait que ce soit inclusif ou quoi. C'est pareil. juste le côté, est-ce que c'est bien écrit ou pas. Le reste, je m'en fiche. Moi, tous ces trucs de woke, de machin, je vous le dis à chaque fois sur ma chaîne, je m'en bats la race. Mais alors, un point incroyable. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est bien écrit ou est-ce que c'est mal écrit? Est-ce que ça Si te c'est très plaît? bien écrit, c'est bon, Parce qu'après- ça le fait. Après, ça peut même être mal écrit. Moi, tu vois, si ça me plaît, ça touche à des thèmes qui me plaisent. Oui. En fait, des fois, c'est très mal écrit. Tu peux apprécier. No Way Home. Mais non, mais No Way Home, on va arrêter avec ce running gag. Moi non plus, j'ai pas aimé. Donc, tu vois, c'est voilà. Et oui, parce que c'est Doom Patrol, Jarod, du coup ça compte. Voilà. Parce que tu me parles tu me parles de sentiments, donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Ouais. La Ok. critique, on l'a faite en plus. On l'a fait sur la chaîne. La Oui, critique. Et allez voir la critique si vous voulez. La vie n'a pas changé. Exactement. Et du coup, de mon côté, eh ben, ça va être une série récente. C'est une série sur laquelle, du coup, j'ai fait des lives justement sur chaque épisode. Bien évidemment, c'est She-Hulk. Non, je déconne. Bien évidemment, c'est J'allais l'auto-bannir. Andorre. Alors déjà, voilà, j'ai pas vu toutes les séries qui sont sorties dans l'année, loin de là, parce que c'est hyper chronophage, tout ça, j'en ai pas vu autant que j'aurais voulu. Donc voilà, ça se joue sur les séries que moi j'ai vues, bien évidemment. Andorre, c'est juste la série qui enfin m'a montré qu'on pouvait faire du bon avec Star Wars sur le petit écran. Et il y en avait besoin. Alors oui, Mandalorian, il y avait des trucs sympas, c'était pas mal. Mais on s'était surtout bouffé du Boba Fett, on s'était bouffé du Obi-Wan Kenobi, qui était une espèce de honte intergalactique. Et de là, de Oh là voir là. une série avec des réals, des gens qui ont tous des jolis Emmy Awards se poser sur leur cheminée, qui savent se servir d'une caméra, qui savent construire un plan, qui savent ce que ça veut dire une composition, qui savent tout est réussi. La Puis alors, photographie, l'écriture, la lumière. ouais, non, puis l'écriture, enfin, puis en plus, c'est la seule série, je trouve, que ce soit pour, du coup, série Disney, que ce soit côté Marvel, que ce soit côté Star Wars, c'est la seule qui a vraiment compris et su faire fonctionner, justement, le format de série. Avec ce principe des arcs en 3 épisodes, enfin, vraiment, dans toute la manière dont ça a été écrit, on voit Les que payoffs, tu vraiment, disais. ça a été travaillé de ce côté-là. Et pour moi, ouais, c'est vraiment une réussite, du coup, et même les VFX, dans une période où justement, à chaque fois, on se plaint des VFX sur ces différentes séries de chez Disney, bah là, on voit, ils ont géré leur budget, ils savaient où fallait en mettre, ils savaient quand voilà, aller plus lentement, et du coup, ben, ça donne quelque chose qui est effectivement maîtrisé du début à la fin. Ça fait plaisir, puis évidemment, enfin voilà, de toute façon, j'aurai l'occasion d'en parler, mais le jeu des acteurs qui est juste oufissime. Diego Luna est excellent, Stellan Skarsgård est absolument formidable, tout le monde, enfin voilà, l'interprète de Mon Mothma, enfin, tous les acteurs sont extrêmement bons, donc ouais, non, vraiment, c'est ouais, un plaisir, ça fait du bien de re-aimer Star Wars à nouveau, vraiment. Voilà, il y avait besoin de cette série pour que ça arrive de cette manière-là, donc ça fait super plaisir. Bah, si je puis ajouter une chose, c'est surtout une très bonne série, comme tu l'avais dit autre part, et ça fait du bien, c'est très important. Et Melvin l'a dit aussi il n'y a pas longtemps, juste dans un de nos lives, ça a réconcilié ceux qui étaient un peu perdus avec Star Wars. Et comme dit Romain dans le chat privé, effectivement, Magnifique. Andorre met aussi une claque à de nombreux Star Wars du grand écran. C'est vrai. Ah, mais Oui, largement. Parce qu'il y a Rien Rogue qu'en One, termes de Andorre, composition, et puis après, il y a je- plein de Ouais, merde vas-y. aussi. Ouais. Ouais, Non, ouais, parce on est qu'il Moi, y, je a- suis- il y a- il y a quand même énormément Ouais, de films de merde aussi. Enfin, faut le dire, même parmi Oui, ceux oui. de George Lucas, il y en a qui sont pas bons. Donc après, voilà. Non, mais c'est pas grave. Faut l'accepter. En tout cas, non, mais franchement, de tout ce qui a été fait depuis la période Disney, franchement, Rogue One Andorre est au top, au top. Après, il y a quand même aussi le film de. C'est le 8e, je crois.
Le Ouais, retour Rogue du One, Jedi, ouais. c'est ça. Ryan Johnson. Ouais, non, mais après, c'est Rogue le One, Last pour Jedi. moi. Ah, le retour du Jedi, c'est lequel alors? Bah si, c'est le Retour 9e. Jedi, c'est le Six. Le 6e. 8e, pardon. C'est le 6e. Six, Ah, et c'est Sixième. le 8, c'est 8e, Ah. celui de Ryan Jedi. Johnson. 7e alors. Non, oui, le 8e alors. Force Awakens, C'est 7e. ce que je disais, celui de Ryan Johnson. Johnson, 6e, ouais. du coup. Oui, bah, je suis perdu dans les chiffres. C'est pas grave. Non, c'est bon, c'est Ah, 8. Il est en même temps, 22h30. Hein, Il te charrie, vas-y. Non, c'est pas 8e, Ouais. c'est le 6e. Non, mais du coup, en Ouais. fait, tu joues avec moi sur les chiffres parce que je suis en train de critiquer Star Wars, c'est ça? Non, franchement, il y a Rogue One, il y a Andor, et puis après, il y a pas mal de choses de la période Disney qui vont pas, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est que je corrigeais, Mais parce que là, le 8e, c'est Last Jedi, et c'est le plus détesté de tous, justement. Le Ben, 9, pas pour moi. c'est bien de la daube. Hein. Et pourtant, Le dernier aussi est pourri. aussi Oui, mais triste, le ouais. 9, le 9, c'est pas pareil. Le 9, c'est un peu comme un enfant malade, tu peux pas le juger, quoi. Ouais, c'est triste. J'ai l'handicap. beaucoup de respect Fauteuil, pour on peut pas se J.J. moquer de lui. Abrams, mais quand même. Oui, voilà, fallait de- essayer de récupérer les poids cassés après le 8, et franchement, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc oui, c'est complètement raté, mais le pauvre, on lui a donné un kit de bricolage qui était déjà cassé en soi, donc c'était pas simple de rattraper le truc. Après, Il faut même pas si on va défendre pas J.J. Abrams là-dessus. on va Franchement, pas c'était- faire une spéciale Star Wars ici. C'est vrai que niveau cinéma, enfin pour ma part, j'impose pas, mais techniquement, je trouve que Johnson était le plus cinématographique avec son équipe. Et Ah là, oui. en dehors, c'est Johnson, mais Oui, il faut pas le laisser écrire. c'est tout. plus sur tous les niveaux en fait. C'est cinéma. Ah oui, non, mais ça, Tous je suis les d'accord. curseurs sont Franchement, mis à Il y a une belle réal chez Johnson, fallait Bon, juste pas le laisser écrire. Pour moi, c'est vraiment ça le Oui, problème. bah, alors ça, oui, je suis d'accord. Par contre. Mais le film, Oui, non, magnifique, ça. enfin, visuellement. Ah oui, Tu le parles film du est super, Star ça, y a Wars. rien à dire. Hein. Tu parles du C'est Star du Wars vrai Star Wars, je qui se trouve, déroule hein, en mais- 24 heures. La course-poursuite la plus lente, la course-poursuite la plus lente de l'histoire du cinéma. Et qui ne repose que sur le fait que l'Empire est oublié, enfin le Premier Ordre est oublié qu'il pouvait faire des Mais- choses dans l'espace. Oui, mais après, il y a No Way Home, Quelle c'est ça, connerie. non, du coup Non, mais Du c'est coup, c'est on le revient nouveau à Home 11 4. heures. c'est le No Way Home de son époque, en fait, Star Wars 8. C'est- Ah, Ouais. bon, c'est bon. Non, on non, peut, non, pas du on tout, va ce n'est pas sortir, comparable. Ce n'est pas comparable. Il n'y a aucune preuve Non, non. de cinéma dans No Way Non, Home. oui, voilà. Non, franchement, je respecte plus Last Jedi que No Way Home parce qu'au moins, il y a un réalisateur qui a des idées, qui sait servir d'une caméra, qui a des idées de réalisation. Mais c'est ça. Donc ça, au moins, on peut pas ne pas lui enlever. Ça, là, de ce côté-là, vraiment, faut être Ah, mais honnête. c'est ça Et, dont je parle. Après, oui, oui, scénaristiquement on est parlant, d'accord. Rogue One et Andor, excuse-moi, mais franchement, c'est les meilleurs trucs que Disney ont produits. C'est oui, une mais oui, faute. Voilà, scénaristiquement Avec des parlant. vrais arcs de Après, personnages, avec oui. des vrais développements, avec des choses Mais logiques. Enfin, c'est tu non, dis- non. En fait, quand ils n'ont pas la pression, ils s'en sortent bien. Quand Deviant utilise souvent aussi Oui. ce terme payoff, toutes les phrases, enfin, c'est comme les plans, tout c'est pas juste mis là pour faire. Allez, Non seulement il y a les setup payoff, développer un sentiment entre eux, quoi. Ouais. Non seulement il y a les stop payoff, mais en plus tout est justifié. C'est là que tu vois l'intelligence des scénaristes dans Andorre, où chaque élément qui servira à un moment aura forcément été présenté d'abord. Il n'y a rien qui n'apparaît de nulle part. Mm. Tout est montré à un moment pour que quand ça arrive et quand ça serve à quelque chose, tu dises « Ah mais oui, évidemment, on me l'avait montré. » Et c'est ça c'est là où tu vois. Moi, c'est ça que je respecte à fond. J'aime sentir que j'ai des scénaristes qui ont vraiment réfléchi leur craft. Et qui Mais vraiment du coup, ont c'est pensé ça à qui est tout. frustrant aussi à un moment. C'est ça qui est frustrant à un moment parce que en fait, il y a certains épisodes qui sont vachement en dessous de d'autres dans Andorre. Et Moi, je trouve pas, mais je comprends. Et Ouais, en si fait, beaucoup de gens pensent ça. non, mais quand ils sont pris indépendamment les uns des autres, en fait, je parle parce que quand c'est pris dans la globalité de la saison, on comprend en fait certains épisodes d'avant avec des explications dans les épisodes suivants. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le fait qu'ils en donnent 3 d'un coup au tout Il début. fallait pour le Parce que début. justement, ça permettait vraiment de plonger dans l'univers et de comprendre toutes les strates en fait entre les personnages et l'univers. Parce que s'il y avait un seul épisode, moi, j'aurais rien compris du tout à ce qu'ils voulaient nous raconter sur Cassian Andor. Ouais. Alors que bon, même si je C'est ça. connais la fin de son histoire. Et comme tu dis, c'est quand tu arrives à la fin de la saison que tu te rends compte qu'effectivement, le début n'a pas servi à rien parce que du coup, il fallait nous attacher à ce personnage-là et nous faire connaître ce lieu-là parce qu'en fait, on va pas l'oublier après. C'est quelque chose qu'on va continuer à suivre tout le long de la saison et c'est parce qu'on a eu ces premiers épisodes que du coup, on peut être émotionnellement attaché à ce qui va se passer plus tard. Et du coup, tout ça, c'est tout simplement du développement. Pour ça, moi, dès le début, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu cette critique et je la comprends, elle est totalement légitime, mais c'est vrai que ça m'a pas fait ça parce que vu la qualité de l'écriture, c'est un truc que je sentais justement que tout ça, c'était du développement qui allait être utile. Et du coup, je prenais tout vraiment comme ok, allez-y, montrez-moi, expliquez-moi, faites-moi vivre le truc. Et effectivement, si c'était pas arrivé plus tard, j'aurais été déçu pour le coup. Mais vu qu'effectivement tout
a eu son payoff et tout a eu, on m'a fait montrer que tout avait eu une raison d'être fait avant. Ça fait que du coup, au final, je suis ok, effectivement. Tout le temps, ça a valu le coup. Non, c'est un plaisir, c'est tout ce que je demande. Ouais, vraiment, ça a été un plaisir. Et on passe à. Tu m'as mis une image, Dylan. C'est censé correspondre à qui? Ils mettent pas du tout. Donc c'est Freeman, Martin Freeman, mon nouveau James Bond à moi. Là, il y a une petite préparation de série qui se fait, mais non, pas du tout. The Responder, petite série, mini-série britannique qu'on a traité du coup avec Romain et entre autres Rick Aprio qui a une chaîne en reboot, des fois il met, voilà, jeune créateur aussi en création. Donc ouais, The Responder, c'est... En fait, Freeman, je l'ai découvert il y a quelques années dans la très bonne série Sherlock, avec entre autres un certain acteur que vous connaissez pour certains d'entre vous en tant que Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Et direct, c'est une nouvelle fois, nous on le sait, peut-être certains d'entre vous aussi, mais je trouve que voilà, s'il y a bien un pays où j'aimerais aller pour apprendre justement à me perfectionner, c'est au Royaume-Uni, parce que je trouve qu'ils ont un savoir-faire. Il n'y a pas une série, il n'y a pas une fiction, un film où je me dis les gars, ils font n'importe quoi. Le gars, il a eu son diplôme trop tôt, pas du tout. C'est de la limite, peut-être je les survends, mais pour moi, de la très très bonne qualité. Et The Responders en fait partie. En fait, le pitch de base, c'est basé sur la réelle vie. En fait, le showrunner, c'est quelqu'un qui a vraiment été officier à Liverpool. On retrouve vraiment, en fait, comment je vais dire, les névroses d'un agent avec diverses enquêtes, chaque mission qu'il doit effectuer, aussi bien de jour que de nuit, sa vie familiale, les aléas, aussi bien les bons et surtout les problèmes qu'il peut avoir aussi de ça. Il a des problèmes aussi avec un gars qui est un peu gangster, mais en même temps père de famille. Et en fait, c'est des points qu'on retrouve dans Andor, c'est-à-dire, pas évidemment en termes d'histoire, mais en termes de traitement de personnages, d'écriture, de position de caméra. On voit voilà, que tout le monde sait très bien faire son travail. Il y a de l'intelligence aussi bien dans la narration visuelle que dans l'écriture, du coup, l'approfondissement, le développement de personnages. C'est très crédible, en tout cas pour ma part. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur série de l'année. J'ai eu du mal quand on est sorti d'Andorre parce qu'Andorre a mis tellement les curseurs haut en termes de série tout court, même de Star Wars, que je me suis dit, bon, je fais quoi? Et puis finalement, non, The Responder, parce que c'est aussi, je trouve, des Royaume-Uni, je trouve qu'ils sont peut-être difficilement distribués chez nous en termes de production. Et si vous avez l'occasion, je crois que c'est sur Canal+, qu'elle doit être disponible, de regarder si vous aimez un peu l'univers policier ou même ce genre d'acteur. Vraiment une bonne petite fiction anglaise. Let's go. Et justement, la petite critique est sur la chaîne. Donc, The Responder avec Martin Freeman, très très belle surprise. Et il y aurait une saison 2. D'accord. Et ben du coup, on va passer au réalisateur préféré pour chacun. On va commencer par Romain. Ouais. Quel est ton réalisateur du coup série que tu as choisi cette année? Moi, j'ai choisi Ben Stiller pour le premier épisode de Sévérance sur Apple TV+. C'est une série, une toute nouvelle série. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu parmi nous. Non, j'ai entendu beaucoup de bien par contre. C'est une série géniale qui plonge encore une fois dans un univers proche, futuriste, où les gens vont pouvoir aller au boulot en oubliant leur vie privée. Quand ils retournent chez eux, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait au boulot. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. C'est-à-dire que une fois que vous passez les portes de votre travail, vous oubliez votre... Exactement. En fait, dès que vous passez les portes de votre travail, vous oubliez toute votre vie que vous vivez en dehors de votre travail. Et quand vous sortez de votre travail, vous oubliez tout ce que vous avez fait au travail. Donc, c'est-à-dire que les gens ont une sorte de double vie. Ben Stiller, il est vraiment parfait en réalisateur dans cette série. Il a donné un ton et tout, à la fois un peu de ce que j'aime en fait dans les dystopies, c'est-à-dire ce mélange de choses d'antan, des années 80 un peu, et ce côté très moderne. Je ne sais pas si vous voyez comme un peu ce que... comment elle s'appelle, Olivia Wilde a fait avec Don't Worry Darling. J'aime beaucoup l'esthétique en fait des années 80 et cette utilisation de l'esthétique des années 80 pour raconter une dystopie.
Parce que je trouve que c'est la meilleure période du monde pour parler justement en termes dystopiques, puisque on imagine que le monde s'est arrêté avec la chute de l'URSS, enfin, que l'URSS n'a pas chuté, etc. Et du coup, en fait, visuellement, c'est impressionnant dans le choix des angles de la caméra, etc. Et comment il filme les personnages qu'il a avec lui. On a l'impression de plonger dans un film. On sent qu'il y a des moyens aussi qui ont été mis par Apple derrière, mais on a l'impression de le retrouver en fait finalement dans ce qu'il au cinéma en fait. Et c'est juste ça qui est justement impressionnant. Pas forcément avec Zoolander, mais plutôt avec l'un de ses derniers films, je sais plus comment il s'appelle, La vie rêvée de Walter Mitty, voilà. Que j'avais trouvé magnifique. Voilà, que j'avais trouvé magnifique. Et en fait, j'ai l'impression de retrouver un peu ça, mais dans une dystopie. Et j'ai toujours aimé son côté un peu, comment dire, je me moque de tout, mais tout en restant sérieux, parce que tout ce qu'il a fait, il reste sérieux, il y a un propos sérieux derrière. Et en tout cas, avec cette série, visuellement, c'est juste magnifique. Et pour moi, c'est le réalisateur de l'année pour une série. Je savais pas que c'était lui qui avait réalisé le premier épisode. Juste avant la suite, il est suite, producteur de la série. D'accord. Puis ça vient, il faut que je le glisse parce que Ben Stiller a fait une très belle mini-série aussi. Je pense peut-être l'un des rares à l'avoir vu, c'est Escape et Dan Mora, avec un très bon duo que sont Benicio del Toro et Paul Dano. Donc sur une petite évasion qui a réellement existé. Et là aussi, tu vois que le bonhomme, il est très bon. Il est très très bon derrière la caméra. Il a des choses à dire. Tu sens que c'est pas Joel Clodo comme on répète souvent. Voilà, si certains voudraient rajouter à leur truc. Et du coup, on va passer à l'ours Martin. Quel est ton choix réalisateur série? Alors moi, mon choix réalisateur série pour cette année, ce sera Luke Scott. Alors, il vient pas des frères Scott, mais c'est le fils d'un mec pas très connu qui s'appelle Ridley Scott. Voilà. Scott, un petit anglais, il a fait 2-3 films un peu cool, mais les gens pas trop entendu. Donc voilà, Luke Scott, fils de Ridley Scott, donc, a travaillé auparavant avec son père sur quelques-uns de ses films, en étant notamment réal de seconde équipe. Et là, il a commencé à voler de ses propres ailes dans une série sur laquelle il a travaillé aussi avec son père, mais du coup en étant son réalisateur, qui est Raised by Wolves. Alors, est-ce que vous avez vu Raised by Wolves? Non, il faut que je la regarde. Ouais. Non, mais il faut la regarder. Il faut que je la regarde aussi. Ouais, tellement de potentiel gâché, cette série. C'est ça. Et en fait, il y a du potentiel gâché parce que notamment la série a été annulée au bout de la 2e saison. Elle a cependant une énorme qualité, surtout dans la première. C'est que, alors il y a Ridley Scott qui réalise lui-même les 2 premiers épisodes et son fils qui prend la suite. Et ben, en fait, c'est, voilà, comme dit Christa, ça déchire. Ridley Scott a eu quelques errements auparavant. Donc, avec au pinacle de ses errements, il y avait notamment le honteux Alien Covenant. Non. On dira que pour les fans de la première, c'était honteux. Mais... Donc, on parle de la daube de Covenant? Oui, c'est ça, la daube de Covenant. Et ben, alors, là, je suis fan de la première heure. Pour moi, ce n'est pas une daube. Mais bon. Ah, mais personne n'est parfait. Hein. Là, on a, en fait, c'est une autre trilogie. On a Ridley qui était de retour à ses thèmes de base. Voilà, la recherche du créateur, tuer le créateur. Et Raised by Wolves, c'est ne laissez plus jamais Ridley Scott croire qu'il est à l'origine d'Alien. Vraiment, éloignez-le de cette franchise à tout prix. C'est tout ce que je demande. Bon, en tout cas, Raised by Wolves, il a bien travaillé. Et son fils, en fait, vraiment prend la suite du père et le fait bien. Je trouve que il arrive à s'approprier à la fois aussi ce que met en place son père, mais en y mettant sa patte, et j'espère en tout cas qu'il le fera, parce que c'est très difficile en fait de se faire un prénom quand on a un nom comme ça. Voilà. Donc moi je veux le mettre en lumière parce que c'est une série que j'ai adorée. Voilà, du potentiel gâché. C'est vrai que c'est assez dommage, mais elle est très très intéressante, notamment dans son propos profond.
notamment avec quand on parle des créateurs, des religions. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la remontée des intégrismes, ça résonne énormément. Et en très bonne série de SF, même série de SF post-apocalyptique, et ben globalement, voilà, on se dit et si. Et ben là, il y a aussi également tout un propos sur les machines, les androïdes. On se retrouve un peu dans du Blade Runner. Est-ce qu'une machine peut être plus humain que l'humain? Et Raised by Wolf, voilà, Raised by Wolf, bluffé par la réalisation quasi cinématographique, même vraiment cinématographique. Et de voir moins de moyens quand même. Ouais, la saison 2 est moins. Mais moi, je mettrais vraiment la première beaucoup plus sur le piédestal. Luke Scott, qui a fait un super job dessus. Moi, j'ai été happé dans ce qu'il a fait, dans la mise en scène, dans la façon de jouer avec la lumière aussi. C'est assez rare pour une série d'avoir une photo. En fait, la photo est pratiquement un personnage. La photographie, c'est pratiquement un personnage. Ça parle énormément. Et voilà, pour moi, c'est ce mec-là. J'ai vraiment envie demain, il se fasse son prénom. Voilà, Luke Scott. Et puis pour ceux qui ça pourrait parler, il y a quand même Travis Fimmel, donc amateur. Oui, Ragnar Lodbrok, tout à fait. C'est ça. Qui sera, pour l'anecdote, c'est SF aussi dans la série spin-off de Dune, qui sera un des personnages principaux, voilà, en quelques mots. D'accord. Ça, j'étais pas au courant, ça. Et du coup, on va passer à Melvin. Melvin, quel est ton choix réalisateur? Surprends-nous, fais-nous rêver. Fais-nous du rêve. Moi, elle s'appelle Merzi Almas. Et c'est celle qui a fait justement l'épisode Le bruit de ses ailes de Sandman. Celle qui, c'est vraiment, là, pour moi, il y a eu des idées de réalisation. Quand Death amène quelqu'un au paradis ou en enfer, et tu as les ailes qui se déploient, mais les ailes, tu le vois juste avec le jeu d'ombre. Il y a des idées, c'est bien amené. Pour moi, ça vaut le coup. Après, j'ai déjà parlé de Sandman, donc après, on va pas retourner dessus. Mais oui, pour moi, le travail qu'elle a fait sur cet épisode-là, c'était juste excellent. Ok. Moi, je pensais que ça allait être John Watts, ton réalisateur de série préférée. C'est vrai, on aurait pu non, mais tu sais, à un moment, quand les gens, t'as envie de leur faire du mal, t'évites de te dire que c'est les meilleurs. Voilà, un mec qui me détruit mon enfance, je vais pas dire oui, voilà, tu sais. Je te comprends. Et Kriska, c'est parce qu'on a du goût, tout simplement, qu'on ne cite pas. Non. Alors par contre, moi, je peux faire une aparté sur Taika Waititi. Taika il a oui, non, mais il y a un qui était bon. Non, mais j'ai du mal à prononcer son prénom d'Amérindien. C'est Taika Waititi. Non, il a réalisé une série qui est magnifique, qui s'appelle Reservoir Dogs, qui se passe dans une réserve américaine. Reservation Dogs, je crois. Et du coup, cette série est magnifique. Et pour le coup, lui, il parle un peu de ses origines aussi. Et ça parle d'une bande d'ados. Alors du coup, j'en ai parlé à Dylan aussi. Mais si vous avez l'occasion de voir cette série, pour moi, la saison 2 est l'une des meilleures saisons de série de cette année. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, pourquoi pas. Non, mais en vrai, en plus, non, je trouve que Taika a un très bon réal. En vrai, c'est juste que le dernier film était pourri. Non. Mais sinon, c'est un excellent réal. Pas tout le temps. Oui, non, je suis d'accord. C'est un très très bon réal à la base. Mais du coup, mon choix. Je les ai choisis parce que je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de rare. Ils ont réussi à arriver dans une énorme franchise et à réellement amener leurs pattes. Alors c'est clairement pas que du coup les réals des 2 épisodes que je vais citer, c'est clairement pas l'événement de l'année en termes de série, mais je respecte à fond la manière dont ils ont vraiment réussi à amener leur style dans une telle franchise. Et il s'agit donc de ces deux personnes qui, en plus des Belges, qui ne sont autres que Adil El Harbi et Bilal Fallah, qui sont donc les réalisateurs des 2 premiers épisodes. Les 2 réalisateurs des 2 premiers épisodes de Miss Marvel. Et voilà. Alors, c'est pas la meilleure série de l'année, c'est pas tout ce que vous voulez. Par contre, ces 2 premiers épisodes, honnêtement, c'était une énorme surprise pour beaucoup de monde de voir que ça avait vraiment du style, que c'était bien filmé, bien mieux filmé et avec bien plus de pattes d'artistes que beaucoup.
Que No Way C'est Home. encore hors, ça c'est hors catégorie ça. Hors catégorie. Mais vraiment, ouais, je trouvais, voilà, vraiment, je respecte du coup le fait, je sais pas comment ils ont fait, mais vraiment, voilà, ces deux petits Belges qui débarquent, deux petits Belges, voilà, qui avaient quand même déjà fait un Bad Boys 3, qui avait bien plu déjà à Hollywood. Mais ouais, non, mais d'arriver au sein de Marvel et de voir qu'ils ont eu plus la capacité à ramener de leur style et de fun et d'originalité que quasiment tous les autres réals, honnêtement, je trouve ça très très fort de leur part. Donc du coup, pour ça, je voulais un peu les mettre en avant parce que, ouais, vraiment gros respect pour ce qu'ils ont réussi à accomplir. Il paraît que leur film, en plus, c'est, comment il s'appelle? C'est pas Rebelle ou un truc comme ça? Qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps, est très bon, ce qui paraît, j'ai pas encore l'occasion de le voir, mais il paraît que c'est très très bien. Donc vraiment, non, c'est vraiment deux réals, donc j'ai envie de suivre la carrière. Du coup, voilà, voir ce qu'ils donnent par la suite, mais c'est plutôt cool, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est Rebelle. Ouais, voilà. Et ouais, j'en ai eu des très bons échos, donc là, par contre, film plus indé, mais ouais, je trouve, non, franchement, ils sont à suivre, ces deux réals, je trouve qu'ils apportent quelque chose, donc c'est cool, le fait que ce soit des Belges, avec un Français qui arrive bientôt encore au sein du MCU, du coup, qui vient de se voir octroyer la réalisation de Blade, donc curieux de voir ce que ça va donner, Yann Demange, donc ouais, curieux de voir ça. Et du coup, on passe à quelqu'un. Toby. Bah, du coup, c'est à toi, je crois qu'il reste plus que toi, Diane. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et maintenant, je m'appelle Toby, comme le monsieur là qui est pour la caméra. Donc, Toby Haynes, l'un des réalisateurs principaux d'une petite série, la Star Wars Andorre, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ça fait un peu de bruit sur Internet. Qui a entre autres réalisé notamment les fameux épisodes. Je fais attention parce que, comment je vais dire, il y a peut-être tout le monde qui ne l'a pas encore vu, donc où c'est dans une certaine prison, voilà, j'en dis pas plus. Hein. Déjà là, j'ai peur d'en avoir trop dit. Il a fait aussi le premier épisode, mais j'aurais pu citer aussi Susanna White, qui a fait les 5, 6 et 7, il me semble, voilà, en gros. Parce qu'en fait, pour moi, hormis, pourquoi je le cite principalement lui et même moi, c'est-à-dire que Gilroy, le frère du showrunner, donc Dan, qui a notamment réalisé Nightcrawler, donc Nightcall avec Jake Gyllenhaal, que je trouve vraiment très bon, très intelligent et tout. Quand j'ai vu la série, et surtout son épisode, je l'avais même dit à Deviant, je crois que c'était l'épisode 3, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas l'impression de retrouver la même personne, j'ai pas compris, alors que tout est intelligent globalement dans la série, mais là, j'ai pas compris, quoi. Et quand je passe à ces réalisateurs que je ne connaissais pas du tout, mais que pourtant, comme Deviant a dit, ont eu des récompenses et tout, là, je vois que peut-être eux ont eu plus de liberté, que les frères ont eu du mal à se comprendre entre eux, mais là, j'ai trouvé plus intelligent, plus intéressant, vraiment leur narration visuelle. Et c'est comme on a dit, Deviant l'a dit tout à l'heure, les plans symétriques, mais je ne les compte même plus. J'avais presque l'impression de voir du Wes Anderson par moment, tellement qu'ils adorent jouer avec le. Vraiment, puis les compositions, quand. Ouais, la composition, et tout, vraiment. Il y en a un qui me reste en tête, que j'ai déjà cité dans un des lives qu'on a fait sur Star Wars. Il y a Mon Mothma, elle va s'asseoir au milieu d'une pièce. Il y a les deux personnages masculins sur les côtés et tu ressens toute la détresse du personnage dans l'utilisation de l'espace aussi. C'est impressionnant. Tous les moments avec Andy Serkis aussi. Le travail des couleurs aussi, des espaces. Voilà, pour moi, c'est vraiment qui a marqué ma cinéphilie, si je puis dire, parce qu'on est vraiment sur ça quand on regarde Andorre. Donc Toby Haynes et Susanna White aussi, les deux ont vraiment de très belles idées en termes de composition, de réalisation. Donc voilà, à retenir Toby Haynes et White. Ok, très très bon choix pour le coup. On va tout de suite enchaîner avec meilleur acteur, actrice de série cette année. Et on va commencer avec Melvin. Alors, bon, pour moi, là il y en avait un qui m'avait bluffé, mais au vu des propos de la série, j'ai préféré le mettre de côté. Moi, je suis bluffé par cet acteur, c'est Evan Peters depuis le début de sa carrière. Parce que c'est une série sur un tueur en série réel qui est politiquement correct, c'est pas fou. Mais donc, moi, sinon, le deuxième qui m'a bluffé, c'est toujours le mec de Sandman. C'est toujours lui. Alors, je vais essayer, je me lance. Excuse-moi, on dirait presque Melvin sans lunettes. T'as vu? Avec une autre coupe de cheveux, quand même. C'est ça. Et un peu mieux, quand même.
Donc voilà, moi j'ai adoré sa prestation parce que faire le personnage qu'il a joué n'est pas simple. Et puis l'adapter à l'écran, c'est jamais. Oui, on le banne. Va-t'en, Christian. Non, mais une grande star. Ouais. Une star à jamais. Donc moi, voilà, comme dans la série, il m'a bluffé et que j'ai adoré son personnage, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Tom Sturridge. Ouais, Sturridge, ouais. Voilà, un pote à Robert Pattinson et un Andrew Garfield. Oui, c'est ça. On va demander la même chose à l'ours Martin. Quel est ton choix niveau acteur-actrice? Alors, puisque moi, finalement, la série qui était aussi sur mon top, c'était Better Call Saul, qui est pour moi... C'est étonnant. Ouais, non, qui est pour moi la quintessence de la véritable série dramatique, parce que c'est un véritable drame qui se joue en plusieurs actes. Et d'autant plus qu'on sait quelle sera la fin, que ce sera terrible. Eh bien, je mettrais, moi, alors, la fille qui joue Kim Wexler, et qui est en fait Rhea Seehorn, qui est une actrice qu'on connaît assez peu chez nous, et qui vraiment est bluffante de justesse là-dedans, et surtout dans la 6e saison, sortie cette année, où véritablement elle incarne un petit peu, j'allais dire, en fait, voilà, Saul, en fait, Jimmy, alias Saul Goodman, est un baril de poudre, et elle incarne à son grand défendant, elle incarne un peu la mèche, l'allumette. Voilà. Ouais, Bobo Newkirk. Mais en fait, j'aurais pu le mettre, mais ça aurait été trop facile. Non, elle est vraiment incroyable. Et en fait, j'avais voulu aussi parler de ça parce que des rôles de personnages féminins et surtout avocats dans les séries récemment, je trouve qu'il y en avait assez peu, ou alors il y en avait, mais qui étaient beaucoup trop caricaturaux. Il y a She-Hulk quand même. Hein. En fait, c'est ça. J'allais dire à ça. C'est qu'ils sont beaucoup trop caricaturaux. Tatiana Maslany est très bien dans Orphan Black, quand même. Il y a un contre elle. Et l'histoire, c'est que voilà, on voit She-Hulk, oui, une avocate qui twerk au bureau. Et à côté de ça, on voit, voilà. Et à côté de ça, on voit, voilà. C'est juste un comic relief de fin, quand même, le twerk. C'est pas non plus une intrigue à part. Ouais, mais. Après... avec Megan Thee Stallion, quoi. Mais c'est nul. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui est drôle dans un twerk? Je comprends pas. Les gens vont en boîte, ils voient des gens twerker, ils rigolent. C'est pas censé être drôle. C'est censé être excitant. Ah bah d'accord. Les gens disent c'est génial, regardez le twerk. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous allez en boîte et vous montrez les gens du doigt. Je comprends pas. Sofiane, tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Ah, je déteste. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais le twerk, c'est loin d'être le pire problème. Ça, par contre, on est d'accord. Très, très bien. Oui, on est d'accord. Revenons du coup à Better Call Saul, du coup, à Rhea Seehorn qui est impressionnante de justesse et qui arrive, c'est ça qui est assez dingue, qui arrive à faire transparaître sa nervosité, son inquiétude, son excitation au travers de la caméra. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même qu'elle transpire, on transpire avec elle. On est nerveux avec elle. On ressent ce qui se passe. Ça, toi. Tu transpires avec madame, toi. On avait dit pas tout de suite, hein, Martin. Non, voilà. C'était pour moi. En fait, cette fille, je la connaissais pas du tout avant de voir Better Call Saul. Et je l'ai découverte avec cette série. Et là, vraiment, dans les 2 dernières saisons, je trouve qu'elle a explosé. Énorme actrice pour moi. Okay. Très très bien. Et bien du coup, on va passer tout de suite passons à Romain. Ou à moi, ou n'importe. Non, vas-y Romain. Moi, du coup, j'ai choisi son penchant masculin. Non, parce que je vais choisir après Rhea Seehorn, j'en ai parlé pendant que je parlais de Better Call Saul. Mais moi, j'ai choisi Bob Odenkirk, également de Better Call Saul. L'acteur est époustouflant et en fait, il souffle même finalement tous les acteurs de Breaking Bad dans cette série. Je trouve que l'acteur possède tellement son rôle qu'on a l'impression que c'est lui en fait dans la vie. Oui. Même si au cinéma, je l'ai vu dans Nobody par exemple, et il a un rôle totalement différent et du coup, il arrive aussi à s'en imprégner totalement. Il est très bon donc. Mais
Ouais, exactement. Et du coup, en fait, dans cette série, c'est vraiment lui, le personnage, et cette façon de vivre le personnage, que ça soit d'en faire des fausses publicités pour, enfin, faire des publicités pour un avocat, cette façon de faire un peu archaïque des choses, cet humour que le personnage peut avoir, qui est vachement sarcastique, mais qui en même temps symbolise très bien la société américaine profonde, puisqu'il est un peu là aussi pour sauver l'Amérique profonde. Lui, c'est quelqu'un qui veut réussir, qui a toujours eu envie d'avoir les étoiles, en fait, finalement. Il va réussir à un moment, mais ça va être un échec cuisant. Et puis après, dans son futur, quand il va essayer de remonter les business qu'il a appris en travaillant avec Walter, etc., et tout, en volant des articles dans un supermarché, etc., dans lequel il travaillait, enfin dans un centre commercial, pardon, dans lequel il travaillait et tout. Enfin, c'est juste impressionnant parce que dans cette saison, il y a tellement de versions du personnage de Saul, en fait, enfin de Jimmy, du coup, Jimmy, Saul et la dernière version, j'ai perdu son prénom. Jean. Voilà, exactement. Et en fait, du coup, chaque version est totalement différente et on voit l'évolution et on sent finalement que Jimmy, au fond, reste présent aussi malgré tout, malgré le fait que Saul soit quelqu'un qui est hyper connu, qui sauve tout le monde, etc. Et bien, au-delà de ça, l'acteur, il arrive à donner cette nuance juste impressionnante. Et dans sa relation à l'écran avec Ria Siorn, j'arrive pas à prononcer son nom. Dans sa relation à l'écran avec elle, non, mais c'est juste impressionnant avec elle aussi parce que elle, j'ai l'impression que son personnage a réellement en plus éclos dans la saison 6 et qu'on a passé 5 saisons sans la voir réellement, l'actrice, montrer tout ce dont elle était capable, ce qui est presque dommage, et du coup, ça donne presque envie de voir un spin-off sur elle, sur Kim, et tout, mais bon, il faut peut-être que Vince et Gilligan fassent autre chose aussi, mais en tout cas, Bob Odenkirk est juste magnifique dans cette saison 6, et pour moi, c'est vraiment l'acteur que j'ai envie de retenir cette année. Elle est... Très, très bien. Je rajoute un petit supplément. Pour moi, elle éclot vraiment aussi dans la saison précédente. Alors, ça commence, il y a une séquence où c'est filmé en coupé en miroir. On voit la journée de Saul d'un côté, la sienne de l'autre, avec la musique chantée par Sinatra, tout ça, Something Stupid, qui est dingue. Et surtout, vraiment à la fin, je crois que c'est dans le dernier épisode, elle a un monologue face à Lalo Salamanca où elle lui explique pourquoi il est un narco teubé parce qu'il se fait baiser par ses propres hommes, alors qu'elle-même n'est qu'une pauvre petite avocate. Et là-dessus, d'ailleurs, elle sauve la vie de Saul. Et c'est complètement... Là-dessus, elle est complètement dingue. Là, elle explose pour moi à partir de ce moment-là. Ah, mais je suis totalement d'accord. Très bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que... C'est vrai que, non, je lis dans les commentaires que Vince Gilligan va faire une série avec Ria Sheeran pour Apple TV l'année prochaine, parce qu'Apple TV a acheté du coup les droits de la série, puisque Vince Gilligan la vendait et tout. Du coup, j'ai hâte aussi. Oui, en plus, il avait déjà bossé avec ceux qui gèrent Apple TV, justement, d'après ce que j'avais vu. Il avait déjà eu l'occasion de bosser ensemble, et du coup, c'est l'occasion. C'est un moment qu'ils attendaient de pouvoir remettre ça. De mon côté, ça va être original. J'ai choisi tout simplement Stellan Skarsgård. Parce que vraiment, voilà, quand on lui demande pas de courir sans pantalon près d'une espèce d'antenne multidimensionnelle, il est quand même capable de faire des choses très, très... Enfin non, vraiment, il y a 2 scènes que je trouve absolument incroyables avec lui dans la série, qui sont évidemment la première fois qu'on le voit faire sa transformation, passer du coup du Luten, le rebelle, au Luten, le marchand d'art, dans cette petite pièce cachée de son vaisseau. Et cette scène, elle est juste dingue, où il remet sa perruque, où il se met à répéter ses mouvements, cette gestuelle. On voit son sourire qui revient. Enfin, vraiment, j'ai trouvé cette scène exceptionnelle où, sans un mot, elle montrait, elle exprimait tellement de choses. Et puis, évidemment, il y a son magnifique monologue tu veux savoir, you want what I sacrificed everything. Et toute l'explication, je lutte pour un lever de soleil que je ne verrai jamais. Enfin voilà, il y a tout et vraiment son interprétation est juste dingue. Puis il y a tous chaque
souvent ces dialogues sont des doubles jeux, parce que du coup, il parle à quelqu'un et en même temps, il joue la comédie pour d'autres qui pourraient observer. Il y a toujours différents niveaux. Enfin, c'est ouais, vraiment, je l'ai trouvé très 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 bon dans ce rôle. Et ouais, belle. Et voilà, dans la série, il y en a d'autres qui brillent pas mal aussi. Mais vraiment, je trouve que ouais, pour le coup, Stellan Skarsgård vraiment a été assez incroyable sur cette première saison en tout cas. On va passer à Dylan. Dylan, quel est ton choix? Il a joué dans une petite série qui s'appelle Banshee. Ici, il est dans une interprétation, adaptation de comics, notamment adaptée par justement Seth Rogen. Évidemment, adaptation adaptée. C'est évidemment Anthony Starr et qui est Homelander. J'ai eu du mal, enfin, je voulais un peu diversifier, quand même pas mettre Martin Freeman partout. Donc, je me suis dit, quel est l'autre qui m'a un peu. Tu aurais dû mettre Martin Freeman. C'est ça. Et donc, ouais, Freeman est offre tellement une grande palette dans la série de Responder. Mais ici, du coup, qui lui tape aussi à la cheville de très belle façon, Anthony Starr, du coup, dans ce rôle-là de protecteur. Je vais reprendre l'exemple parce que je trouve que c'est le plus flagrant dans la saison 3 de The Boys, du miroir. Voilà. Ils ont filmé forcément deux fois de manière différente par rapport à la séquence, mais c'est tellement incroyable comment ils ont joué sur justement l'effet miroir, son jeu à lui, de passer vraiment. Je ressens, si je peux faire une comparaison avec l'univers comics et surtout DC, c'est un peu, je trouve, dans surtout cette séquence-là, double face. C'est vraiment, on voit son côté un peu enfant, angélique qui parle à l'autre côté, qui est du coup plus tyrannique, qui prend le dessus. Enfin, c'est vraiment là aussi en termes de palette, Anthony Starr a mis la barre très haute et dans tous les épisodes, il évince presque tout le reste du casting. Et pourtant, les autres font du très bon taf aussi. Donc, par exemple, la séquence, je ne vais pas tout les faire, mais juste pour résumer la séquence de la pieuvre, c'est ignoble. Et il joue tellement bien, la crapule. Oh là là. Et il y en a très peu qui savent le faire. Et, il le fait très bien. Donc, voilà. Il est très très bon dans Homelander, le protecteur de la patrie. Et ce qui développe aussi sa palette quand le lien avec son fils et tout. Enfin, il y a tellement de choses où on voit qu'il sait faire énormément de choses en fait en termes d'acting. Il offre tellement de beaux spectacles que ouais. C'est quand je te parlais que en fait compte, je suis en train de lire le comics et qu'il y avait des grosses différences. C'était sur ce personnage-là parce que Anthony Starr, en fait, ils ont placé son personnage beaucoup plus au centre de l'histoire et c'est parfait pour cet acteur-là. Tu sens qu'il est à fond dans le truc, tu sens qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait faire avec ce personnage. Et ça rend du coup perplexe pour la suite, pas pour son jeu, mais pour le positionnement du personnage, parce que Jeffrey Dean Morgan a teasé aujourd'hui qu'il était bien sur les lieux ça commence, voilà, ils sont sur les lieux de tournage. Donc ça avance bien et ce que m'on disait avec Melvin, quand vous allez le voir, ça se tire justement notre avis sur la saison 3 là, que justement ça va être compliqué par rapport aux événements de la saison 3 pour la suite, parce qu'à mon avis Morgan aussi va avoir un rôle qui va taper vraiment concurrence avec le Homelander et donc ça va ouvrir une nouvelle fois de nouvelles portes pour ces acteurs et du coup lui, qu'est-ce qui sera différent, qu'est-ce qui sera qu'est-ce qu'il va offrir de nouveau tout simplement en termes de jeu. Voilà, très curieux. On sait tous qu'il est là juste parce que vu qu'il y a son fils dans Supernatural, il a voulu être Jason Ackles, c'est ça. Ce serait marrant que Jared Padalecki qui rejoigne la bande. Comme ça, tu les as tous. Voilà. Eh ben, très bon choix. Et du coup, on arrive au bout. Je pense avoir oublié personne. On arrive au bout pour la partie série. Du coup, je vous rappelle que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo, pour tous ceux qui regardent en replay, les informations de chacun, donc les 28 chaînes de Dylan, le blog cuisine et tuto, le blog cuisine et tuto beauté de Romain, ainsi que sérieux et l'OnlyFans de Melvin. Tu me parles de tuto beauté. Non mais... non mais le colonel Moutarde me parle de tuto beauté.
Et du coup, ouais, le Nilifan de Melvin, évidemment, qui sera mis en avant. Ah, on a hâte de voir ça. Mais très pour avoir curieux, déjà le eu des gars, il a des previews, cosplays de chat. Excuse-moi. j'ai eu une preview justement de le Nilifan de Melvin et je vous annonce que ça va être hot et qu'il va faire très chaud cet hiver. Donc, Du fromage, du fromage, bien. du fromage. Est-ce que ça se passe dans le multiverse de No Way Home? C'est Exact. la grande question. Il y a 2 Spider-Man comme ça. Alors, il a fait un set photo, variant. Du coup, il s'est rencontré dans le multivers et puis il a fait. Bon, on a compris où tu voulais en venir. Oui, tu auras droit à un accès gratuit VIP, bien évidemment. Moi, évidemment. J'en veux pas. Mais oui. Non, vraiment, voilà, il y aura les liens des 3 chaînes de Dylan, il y aura le lien du blog cinéma, enfin de critique cinéma et séries télévisées de Romain, et puis il y aura vraiment le Nilifan de Melvin pour le coup. Donc du coup, Il y aura Les rien sur moi. podcasts aussi, pour entendre la voix suave de Ours Martin, pour ceux qui aimeraient. Tout à fait, effectivement. C'est vrai que ça va être demandé dans le chat. Du coup, il y aura un lien aussi pour retrouver l'Ours Martin. Et puis, évidemment, il y aura le lien de ma chaîne Déviante Prod. Du coup, voilà, on se retrouve régulièrement, de toute façon, pour plein de vidéos où, pareil, je fais des recettes de cuisine et aussi des tutos réparation de vélo. Parce que voilà, c'est important, le vélo à notre époque. Économisons de l'énergie. Ouais, ça compte, c'est bien. Je suis un peu écolo, tu vois. Ouais, j'aime bien ce moment un peu cringe quand t'arrêtes le live et puis que, en fait, il y a un temps comme ça avant que vraiment le live s'arrête. Et évidemment, je fais des gros bisous à Muriel et Véronique. On vous dit à très bientôt. Et attention, ça va être ces quelques secondes, justement, que je teasais cette espèce de mal-être, de malaise, quand on ne sait pas si live est encore fini ou pas. Et que du coup, on est un peu devant la caméra, on se dit, est-ce que je peux me tirer le nez maintenant? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je peux me lever et montrer qu'en fait, j'ai pas de pantalon? Je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, vous êtes prêts? Si, allez, vas-y, montre. Non, je laisse le mystère, c'est ça qui compte. Toujours, il vaut mieux laisser rêver les gens. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Allez, ciao à tous, bonne fin de soirée, on vous retrouve très bientôt. Au revoir.